Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment choisir vos composants pour un nouveau PC. Pour ça je vais m'appuyer sur mon propre exemple et vous expliquer en détail les raisons du choix de chacun des composants de mon nouveau PC. Processeur, RAM, carte mère, refroidissement, disque, alimentation, boîtier, tout va y passer. Comme à chaque nouvelle config, je pars sur des dizaines de sites, de vidéos, de tests et autres benchmarks jusqu'à trouver la config parfaite pour moi niveau qualité-prix. Dans mon cas, ce sera un PC qui sera fait pour le gaming et aussi le montage vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un condensé de ce qui a motivé mes choix en espérant que ça puisse vous aider à faire les vôtres si vous êtes dans une situation similaire. Je commence par le choix du processeur parce que ça va conditionner pas mal d'autres choses en cours de route, mais surtout la carte mère. Ma dernière expérience avec un processeur AMD m'a laissé un peu traumatisé. J'avais un Athlon X64 et c'était un vrai radiateur, il chauffait énormément. Mais bon, ça fait plus de 15 ans, les choses ont changé, donc j'ai décidé de partir avec un avis neutre sur le sujet AMD versus Intel. Il y a un an, je serais parti sur du Ryzen sans hésiter parce qu'ils étaient plus puissants, moins gourmands et moins chers. Mais voilà, Intel s'est réveillé et a sorti une 12e génération de ses Intel Core à la fin de l'année 2021. Et franchement, ils sont pas mal et rivalisent largement avec les Ryzen. Du coup, il a fallu que je trouve un système pour évaluer le rapport prix-puissance des processeurs. Pour ça, j'ai fait un tableau. Pour le remplir, je suis allé sur des sites de benchmark et j'ai noté les scores des processeurs les plus populaires. Pour les prix, je me suis basé sur les sites que j'appellerais de confiance, qui ont pignon sur rue, et j'ai évité les vendeurs tiers. En termes de rapport prix-puissance, c'est le i5 12600K qui gagne. Le i7 est pas mal aussi, mais à 100 € de plus, je vais opter pour le i5. En plus, d'après les différents tests que j'ai vus, c'est un processeur qui s'en sort très bien en jeu et en montage. Et il faut bien mettre une barrière quelque part, parce que sinon les prix ne font que monter. Alors, j'ai choisi un i5, mais pourquoi K? La plupart du temps, on retrouve les lettres K et F à la fin du nom des processeurs Intel. K, ça veut dire que le processeur est déverrouillé et donc qu'il est overclockable. F, ça veut dire que le processeur ne possède pas de partie graphique intégrée et il faudra donc impérativement que votre PC soit équipé d'une carte graphique si vous voulez afficher quoi que ce soit à l'écran. Même si j'ai une carte graphique, je vais quand même éviter le F parce que c'est quand même plus facile de dépanner un PC qui a une partie graphique intégrée directement à la carte mère. Alors pour info, les deux premiers chiffres correspondent à la génération, donc là on est sur la 12e. Voilà pour le choix du processeur. Le problème avec la 12e génération des processeurs Intel, c'est qu'ils sont compatibles avec la DDR4 et la DDR5, donc ça fait un choix supplémentaire à résoudre. Faut-il sauter sur la DDR5 pour une nouvelle configuration? Et bien la réponse est non. En termes de performance, la DDR5 n'est pas follement supérieure à la 4. En tout cas, pas au point de justifier l'écart de prix entre les deux. J'ai beau avoir envie d'une configuration évolutive, les prix sont rédhibitoires. Alors je me dis que si je pars en DDR5, je pourrais peut-être garder la RAM sur la configuration suivante. Mais c'est vraiment faire un pari sur le fait qu'il n'y aura pas de DDR6 la prochaine fois que je changerai de configuration. En plus, la prochaine fois que je voudrais changer de processeur, le socket aura probablement changé et de toute façon, il faudra que je change de carte mère. En termes de mémoire, à l'heure actuelle, j'ai 20 Go de RAM et je suis rarement au taquet. 16 Go, ça fait quand même un peu juste, donc j'ai choisi 32. Je prends 32 parce que je fais du montage et de la retouche photo et c'est quand même assez gourmand en RAM. Alors il faut toujours prendre deux barrettes identiques, donc ici je vais prendre deux barrettes de 16. Prendre deux barrettes permet de profiter du dual channel et d'avoir un débit 2 fois supérieur à ce qu'on aurait si on n'avait qu'une seule barrette. Si vous êtes un peu short niveau finance, 16 Go peuvent suffire, moi je prends plus parce que je fais du montage vidéo et de la retouche photo. Comme avant, si vous prenez 16 Go, prenez deux barrettes de 8 Go pour profiter du dual channel. Pour la fréquence et la latence, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il me faudrait une vidéo complète pour ça. La fréquence correspond à combien d'opérations par seconde peut faire la RAM, et la latence CAS correspond au nombre de cycles d'horloge entre le moment où le processeur envoie la demande à la RAM et le moment où la RAM effectue l'opération. Donc on cherche une fréquence élevée et une latence basse. Là je vous affiche la formule qui permet de calculer le temps de réponse. C'est la latence CAS divisée par la fréquence, le tout multiplié par 2000. J'ai trouvé ce tableau qui est pas mal pour s'y retrouver. Vous pouvez avoir de la RAM qui a une fréquence élevée et une latence élevée qui sera moins performante que de la RAM avec une fréquence plus basse et une meilleure latence. Par exemple, on voit qu'il vaut mieux avoir une fréquence de 3200 avec un CAS de 16 plutôt que de la RAM à 3600 avec un CAS de 20. Mais bon, là encore, au final, c'est le porte-monnaie qui va déterminer le choix. J'ai choisi une fréquence de 3200 avec une latence de 16 parce que c'est ce qui me semble être un bon rapport performance-prix. On passe maintenant au choix de la carte mère. Et là, il y a pas mal de critères à prendre en compte, mais les principaux sont le support processeur, le type de mémoire, le chipset et le format de la carte. Mon processeur est un Intel 2e génération, donc le socket est un LGA 1700. Et pour la RAM, j'ai choisi de la DDR4. Il existe plusieurs formats de carte mère et le choix du format va dépendre du boîtier de votre PC. Là-dessus, je me prends pas trop la tête et je pense qu'on pourrait appeler le standard. Je vais prendre une carte mère ATX compatible avec les boîtiers moyens et grande taille. Le choix du chipset est un peu plus compliqué. Le chipset permet de gérer les flux de données et va déterminer le nombre et la vitesse des entrées et sorties que votre carte mère pourra gérer.
Par contre, entre les différents chipsets, vous n'aurez pas de différence de performance en termes de puissance de calcul. Le chipset va aussi déterminer si vous pourrez faire de l'overclocking. Si vous voulez pouvoir overclocker votre machine, il faudra que le nom du chipset commence par Z. Moi, j'ai opté pour du Z690 parce que je branche pas mal de périphériques sur mon PC et que je préfère avoir un nombre suffisant de ports USB 3. Je trouve aussi que les cartes sont plus évolutives du fait du nombre supérieur de ports PCI Express. Et enfin, j'aimerais bien avoir la possibilité d'overclocker, d'où aussi le processeur qui termine par K. Alors depuis que j'ai choisi ma config, les Z690 sont sortis et sont compatibles avec les processeurs 12e et 13e génération, donc ça peut valoir le coup de les prendre en considération. Dans les critères, je vais rajouter le Wi-Fi parce que mon PC ne sera pas toujours dans une pièce où il y a un câble réseau de disponible. Je pourrais acheter un dongle ou une carte PCI Express supplémentaire, mais j'aime bien que tout soit intégré. Même en ayant déjà fait un premier tri, le nombre de cartes mères correspondant à tous ces critères est encore assez important. Maintenant, ça va devenir un peu plus arbitraire. En termes de marque, je décide de partir sur du Asus parce que c'est une marque qui a une bonne réputation et j'ai eu quelques PC à base de cartes mères Asus dont j'ai toujours été satisfaite. Comme je vous le disais, c'est assez subjectif comme choix. Chez Asus, on retrouve 3 gammes. Et je trouve que la dénomination est pas extrêmement logique, mais bon, c'est comme ça. Alors, du moins cher au plus cher, on a les trucs de base, c'est les Prime. Ensuite, la gamme TUF qui signifie The Ultimate Force. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça a l'air classe. Et ils se sont sentis obligés de rajouter gaming à la fin parce que j'imagine que ça doit faire vendre. Et au top de la gamme grand public, on retrouve les ROG, ce qui signifie Republic of Gamers. En termes de fonctionnalité, pour le coup, je trouve la TUF plus intéressante que la ROG. J'ai oublié de le préciser, mais je ne tiens pas en compte tout ce qui est fonction RGB parce que mon PC est posé au sol et de toute façon, je le vois pas. Donc, mon choix se porte sur la Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi D4. Rien que ça. Pour stocker vos données, il va vous falloir un disque. Vous pouvez choisir de réutiliser les disques que vous avez déjà ou partir sur du neuf. Enfin, si vous avez que du mécanique, vraiment, partez sur du neuf, sinon le disque va être le goulot d'étranglement de toute votre configuration et ce serait vraiment dommage. À l'heure actuelle, les disques mécaniques ne servent qu'à stocker des données. Si vous voulez du neuf, prenez du M2 NVMe, pas du SATA qui est bien plus lent. En termes de capacité, pour être tranquille, prenez au moins 512 Go. Moi, j'ai déjà un NVMe que j'ai réussi à installer sur un port PCI Express de mon ancienne carte mère. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous mettrai un lien dans la description. Donc là, je vais pas m'acheter un nouveau disque, je vais garder celui que j'ai actuellement. C'est un Samsung 970 EVO de 1 Tera en M2 NVMe. On passe maintenant à la carte graphique. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une carte graphique, sauf si évidemment vous avez acheté un processeur de la série F. Si vous ne comptez pas jouer ou faire de la 3D, vous pouvez sans problème vous en passer. À l'heure actuelle, j'ai une GTX 1070 qui s'en sort pas trop mal et je vais pas changer parce que les prix des nouvelles cartes sont abusés. Je précise que je ne joue pas en 4K et que je m'en fous d'avoir systématiquement tous les settings en ultra. Mais bon, si je devais m'en acheter une, je partirais probablement sur une RTX 2070 d'occasion qu'on peut trouver aux alentours de 350 €. Sinon, si je décidais de dépenser plus d'argent, je prendrais une RTX 3070 qu'on peut trouver sur le site de Nvidia à 550 € quand elle y est parce qu'elle est vraiment rarement disponible. Le choix de la carte graphique va vraiment dépendre de votre budget. Ici, il n'y a pas trop de subtilité, plus c'est cher, mieux c'est. On a fini avec le cœur de la config, mais il manque encore quelques trucs. Pour commencer, il faut que je refroidisse mon processeur. Sur mon ancienne config, j'avais gardé le ventirad fourni par Intel avec le processeur et ça faisait l'affaire parce que j'avais jamais vraiment poussé l'overclocking. Mais maintenant, les ventirad sont plus fournis avec les processeurs. Et évidemment, il y a pléthore de ventirad existants. Mon critère principal, c'est le silence. Alors, j'aurais pu opter pour du water cooling, mais en dehors du fait que c'est plus cher, c'est pas forcément plus efficace ni plus silencieux qu'un bon ventirad. Et c'est aussi moins fiable et ça demande de la maintenance car le liquide s'évapore sur la durée. Et moi, j'aimerais bien que cette configuration tienne encore au moins 10 ans. Pour choisir un ventirad, il faut faire attention au TDP. TDP, ça signifie Thermal Design Power. En gros, ça donne la quantité de chaleur qu'un ventirad peut dissiper et c'est donné en watts. Il faut connaître le TDP du processeur et choisir un ventilateur avec un TDP supérieur. J'ai choisi le Noctua NH15D car il est silencieux et potentiellement réutilisable sur une future config. En effet, Noctua procure des adaptateurs quand de nouveaux sockets sortent. Donc il y a de fortes chances que sur ma future config, je puisse garder ce ventirad. C'est pas les seuls à le faire, Deepcool par exemple le fait aussi si on peut prouver l'achat du ventirad. Mais attention, il y a encore une dernière chose à vérifier. Il faut s'assurer que le ventirad peut s'installer sur la carte mère. Bon, déjà, il faut que le système de fixation soit compatible avec le socket, mais il peut arriver que la carte mère soit trop volumineuse et qu'on ne puisse pas mettre le ventirad. Heureusement, les constructeurs ont pensé à tout et ont fait une liste des compatibilités. À la base, j'hésitais entre le Noctua et le Dark-Rock 4 et aussi entre la carte mère en TUF ou en ROG, mais au final, le Dark-Rock ne va sur aucune des deux cartes et le Noctua n'est compatible qu'avec la TUF, donc le choix se fait tout seul.
Ok, j'ai refroidi mon processeur, mais de toute façon sans alimentation, il risque pas de chauffer. Là aussi, je garde un morceau de mon ancienne configuration parce que j'ai une alimentation Gold de 850 watts qui va largement suffire pour ma nouvelle configuration. Mais je vais quand même vous expliquer comment choisir votre alimentation. Tout d'abord, je vous conseille de prendre une alimentation modulaire. Ça va vous permettre de brancher uniquement les câbles dont vous avez besoin et ça évitera d'avoir des câbles qui traînent connectés à rien dans le PC. Ensuite, là aussi, on a plusieurs formats. Les principaux sont ATX, SFX et TFX et là aussi, ça va dépendre de votre boîtier. Le format le plus répandu étant l'ATX. Pour évaluer la puissance dont vous aurez besoin, vous pouvez vous servir d'outils proposés par certains constructeurs d'alimentation. Vous entrez les infos de la conf et ça calculera la puissance nécessaire. La plupart du temps, c'est la carte graphique qui va jouer le plus sur le dimensionnement de l'alimentation. Rajoutez un peu de marge pour être tranquille. Il faudra prendre en compte aussi le rendement de l'alimentation. L'alimentation consommera plus si elle a un mauvais rendement. Je vous conseille de prendre au minimum du bronze. Ça y est, c'est presque fini, il faut maintenant trouver un endroit où rentrer tout ce bazar. J'étais parti sur l'achat d'un nouveau boîtier, mais j'ai fini par en récupérer un pas trop mal, même s'il est un peu vieillot. Il s'agit d'un NTEC 300. Je change car celui que j'ai actuellement est vraiment un truc bas de gamme et manque cruellement d'aération. Celui que je récupère est bien mieux conçu à ce niveau-là. Mais là aussi, le choix du boîtier mériterait une vidéo à lui tout seul parce qu'il va dépendre du type de refroidissement que vous souhaitez, de la modularité, de l'isolation phonique, de la qualité du cable management et aussi du look. Moi, je vous conseille un format moyen tour ATX avec de l'airflow qui permettra une bonne ventilation. Si j'avais dû en acheter un, j'aurais pris un Corsair 4000D Airflow parce qu'il est Airflow déjà pour commencer et qui propose encore des ports USB en façade. Il a l'air aussi pas mal en termes de qualité et d'utilisation et je trouve que son look est assez sobre. Mais bon, partir sur de la récup me fait économiser une bonne centaine d'euros sans être handicapant en termes de refroidissement. Voilà, j'ai enfin choisi ma configuration. Maintenant, je passe à la caisse et je me retrouve avec une belle facture de 877 €. Avec un pros à 375 €, une carte mère à 284 €, de la RAM à 120 € et un ventirad à 99 €. À titre de comparaison, voilà les prix de mon ancienne configuration. C'est quand même assez fou en 10 ans de voir la différence de prix d'une configuration moyenne gamme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo sur le montage de la nouvelle configuration. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois.